Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième émission des Souris dans le nuage. Alors un gros programme aujourd'hui, je peux vous dire qu'ils ont travaillé pendant un mois pour nous concocter une émission digne de ce nom. Dans le sommaire, Agnès, Flo et Gaël vont nous parler de réalité augmentée. Pierre-Yves, toujours à la pointe, nous a sorti une nouvelle innovation, on va garder la surprise un petit peu plus longtemps. Anthony du Mag Numérique Rennais nous fera un retour sur le festival de jeux vidéo à Rennes, le Stunfest. Et puis bilan de cette seconde édition de TEDx Rennes qui avait lieu il y a quelques semaines, ce sera avec Magali. Enfin, Flo nous présentera un projet pour demain, breton, innovant et numérique, bien sûr. Alors tout le monde est prêt, vous aussi, j'espère. On commence tout de suite avec le Kesa Cloud. Première chronique avec toi, Agnès. Il fallait qu'il y ait une souris qui aille traîner dans les rues pour interroger les passants qui n'ont rien demandé, hein, c'était évident. Sur quoi tu les as interrogés ce mois-ci ? Alors ce mois-ci, on s'est intéressé à un terme francophone, la réalité augmentée. Mais ce terme leur parlera-t-il pour autant ? La réponse en images. Réalité augmentée, c'est des sortes de programmes ou des casques qu'on met sur la tête pour reconstituer une sorte de réalité tout en restant là où on est. Pouvoir d'achat, je sais pas. Augmenter, je sais pas, ouais. Non, je sais pas trop. Pour les jeux vidéo, une immersion totale, genre on voit tout, enfin on a un casque et on est immergé totalement dans le jeu. Ça a peut-être un lien avec le pouvoir d'achat, non, la consommation des Français, je sais pas. Non. Si, c'est Moi, je connais pas, quand on projette des informations sur une vitre, par exemple dans la voiture, pour donner des informations supplémentaires. C'est pour moi quelque chose qu'on filme ou qu'on prend en photo, dans lequel on va rajouter des objets en 3D. C'est de faire en sorte que le virtuel le soit de moins en moins, non ? Le mot, ça me dit quelque chose, mais Ouais, moi aussi, c'est tout. jamais entendu ce mot-là. Lui, c'est. Ouais, la réalité augmentée, c'est bien. C'est une vision plus belle de la vie. Alors il y a quelques notions, pas mal de rapports avec les jeux vidéo, étonnamment, et puis le pouvoir d'achat hein, qui est dans l'esprit de tous les Français, c'est étonnant. Je veux bien une vraie définition, Agnès. Une vraie définition. Alors la réalité augmentée, elle peut se définir comme la superposition d'éléments fictifs en 2 dimensions ou en 3 dimensions sur une photo, une vidéo ou même une prise de vue réelle. Et c'est un ajout d'informations à la réalité. Donc la réalité est augmentée par ces informations. Ça existe depuis un moment déjà ? Alors en fait, on en entend parler depuis peu de temps, mais ça existe depuis les années 70 aux États-Unis. C'était décliné spécifiquement dans le milieu militaire, voire les simulateurs d'avions. Donc en fait, à l'image de l'horizon, étaient superposés des tours de contrôle, des aérogares pour les simulateurs d'avions. Donc bien sûr, tout ça, c'est bien loin. Ça a beaucoup évolué, surtout ces derniers temps, depuis l'explosion des tablettes et des smartphones qui permettent des usages très variés. Alors justement, de quel usage concret on peut parler aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, il y a de nombreux usages. On peut s'appuyer sur des écrans pour comprendre de quoi il s'agit. Donc, par exemple, sur ce premier exemple, on voit que le touriste rennais en balade à Paris peut se déplacer grâce à son smartphone qui est géolocalisé. Sur cet autre exemple, là, dans les rues commerçantes, on va avoir des informations sur des restaurants, des hôtels, des services de proximité. Et à ces informations qui sont sur ces pancartes virtuelles, on peut enrichir des données, donc soit des informations promotionnelles, des avis de consommateurs. Donc la réalité est augmentée et enrichie d'informations complémentaires. Il y a le secteur du tourisme aussi qui s'intéresse beaucoup à la réalité augmentée pour promouvoir le patrimoine local notamment. Donc là aussi, on a un exemple sur la ville de Bordeaux alors là, c'est l'Office du tourisme en fait qui met à disposition des tablettes pour que les promeneurs découvrent le Bordeaux du XVIIIe siècle en pointant certains bâtiments spécifiques dans les rues de Bordeaux. Et plus près de nous, en forêt de Brocéliande, le randonneur peut, par le biais d'un jeu de piste, se promener au sein du parc et en pointant des marqueurs, se retrouver face à un troll, un chouan de 2 mètres, un gargantua. Il y a des choses plus sympas aussi, non ? Oui, il y a peut-être des fées, voilà. Donc on voit bien, il y a de nombreuses applications pratiques, culturelles, mais aussi, bien sûr, on va dire commerciales, puisque la réalité augmentée, elle se décline aussi sur des vitrines
et même à l'intérieur des boutiques, puisqu'on a des cabines virtuelles. Donc on voit bien qu'il y a un intérêt croissant et un espoir de chiffre d'affaires généré, bien sûr, pour les commerçants. Alors, est-ce qu'on a une idée justement du chiffre d'affaires que peut générer la réalité augmentée? Alors, pour 2013, il y a une prévision qui tape sur 400 millions de dollars de chiffre d'affaires réalisé par ce biais, qui serait multiplié par 10 d'ici à 2016. Oui, quand même. De quoi susciter la créativité et l'innovation des inventeurs. Très bien, merci Agnès. On va rester sur le thème de la réalité augmentée avec notre second de chronique des souris, le nuage et moi. Alors Flo, c'est avec toi, on va aller un petit peu plus loin sur ce sujet. Oui. Si on parle de réalité augmentée, effectivement, il y a un acteur incontournable rennais qui est Artefacto, qui a été récemment nommé lauréat au Trophée d'Ille-et-Vilaine. Et on a envoyé notre souris Gaëlle. L'aventure commence en 1998. Valérie Cottereau et Erwan Mahé, deux jeunes architectes, se lancent et fondent l'entreprise rennaise Artefacto. La jeune PME se spécialise dans la conception et la production d'outils de communication en 3D. Et il y a 15 ans, on est bien loin d'imaginer certains outils d'aujourd'hui. Quand j'ai démarré en 98, j'avais un client qui m'a dit « Vous pouvez me donner votre numéro de portable ?» Je lui ai dit « Écoutez, là, je ne l'ai plus en tête, ainsi de suite. » J'avais pas de téléphone. Je suis allée en acheter un aussi sec. Artefacto, c'est aujourd'hui une quarantaine d'ingénieurs et de graphistes. Si l'entreprise a tant évolué, c'est qu'elle a su s'orienter vers des outils d'avenir et notamment la réalité augmentée. Première expérimentation, la Kourouse, effectivement, où c'était, on va dire, balbutiant. Les tablettes n'existaient pas, on avait construit notre propre tablette à l'époque, quoi. C'était le début. Donc là, on était, on va dire, dans la preuve du concept. Demain, ce type d'outil, je l'ai sur mon smartphone, je visualise le projet, ça me plaît pas, je peux renvoyer de l'information. Artefacto s'affirme comme spécialiste du domaine. Il y a quelques mois, c'est avec le quotidien Ouest France que l'entreprise a travaillé. C'est un peu comme Harry Potter quand même, c'est le journal qui parle, quoi. Je regarde au travers de mon smartphone et j'ai des choses qui apparaissent sur mon journal. Si je peux en plus avoir par le biais de mon smartphone de l'information enrichie sur une thématique qui m'intéresse, là c'est gagnant. Donc c'est ça aujourd'hui qu'on est en train de rechercher avec les gens de la presse. Le modèle économique, on ne l'a pas vraiment trouvé encore, mais il est en train de se dessiner. Une entreprise qui ne connaît donc pas la crise et c'est à Béton qu'elle va s'agrandir avec un nouveau bâtiment dès la rentrée. Donc on voit dans ce sujet sur Artefacto qui travaille avec le bâtiment, l'événementiel, la presse. Quel autre champ d'intervention ils utilisent? Alors c'est tout nouveau pour eux, mais en fait ils ont un pôle recherche et développement, c'est l'agroalimentaire. Donc ils sont actuellement en binôme avec Valorial, donc qui promouvoit en fait l'agroalimentaire pour l'innovation. Et ils cherchent, ces deux entités en fait cherchent à mettre cette nouvelle technologie au service des entreprises de l'agroalimentaire. D'accord. Et quand on parle de projets futurs, de recherche, ils envisagent d'autres choses aussi? Alors oui, toujours dans leur continuité en fait de leur savoir-faire qui est donc l'architecture pour les architectes. Ils cherchent donc à développer la réalité augmentée enrichie. Et au-delà de ça, en fait, ils vont chercher à ce que l'utilisateur ne soit plus en fait en mode réceptif, donc d'avoir l'image et en fait que des informations, mais également en mode émetteur, donc permettant en fait de participer en fait à un projet. Alors je vais vous donner un exemple pour que ça soit un petit peu plus clair. Vous imaginez en fait une concertation publique autour donc d'un bâtiment, un futur bâtiment en fait réalisé dans la ville de Rennes. Vous n'avez pas le temps en fait de participer à cette réunion de concertation. Vous pouvez vous rendre sur place, voir, je dirais, le projet en réalité augmentée, avoir toutes les informations, mais également dire ce que vous pensez en fait de ce projet-là. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il soit en bleu ou en rouge? Voilà, c'est un petit peu ça. C'est l'avenir. Donner des informations aussi supplémentaires soi-même. Voilà. D'accord, très bien. Tu nous fais une petite démo? Alors je vais vous faire une petite démo parce que grâce à Artefacto, on a la possibilité en fait de voir en direct donc une réalité augmentée. Voilà, donc je me connecte. Ils sont bien placés, Pierre-Yves et Maëlle. La pignon sur rue. Rue virtuelle. Voilà, exactement. Donc le temps que ça charge, et donc là on va pouvoir voir effectivement le projet. Donc voilà, donc il apparaît, tu vois. En 3D. Exactement, en 3D. Donc là tu vois, on peut le voir de haut et on peut se balader, je dirais, dans cet ensemble donc de bâtiments. On peut même
je dirais, s'immerger dans le projet. Et donc là, on est donc dans une rue. Et on peut également visiter les appartements donc à l'intérieur. Alors ça, c'est donc une partie. La deuxième que je voulais donc montrer pour l'ensemble donc de l'équipe, c'est donc voilà, donc le projet, donc le projet des souris dans le nuage. Donc là, on peut voir qu'effectivement, en se baladant autour, donc là, c'est ce qu'on appelle un traceur. On le tourne, donc tiens, je te le donne. Voilà. Et donc en tournant, on peut voir sous tous les angles donc le projet. Top, ça. Voilà. Très bien. Merci beaucoup Gaëlle. Et puis merci à Artefacto de nous avoir préparé ça en peu de temps, il faut le dire. Merci à eux. On est vraiment à la pointe maintenant. Enfin, on va voir ça avec notre spécialiste. On passe à la suite avec Descendre ton nuage. Alors Pierre-Yves, ce mois-ci, tu vas nous présenter le prochain produit physique de Google, les Google Glasses. OK Glass, envoyez un message à Elise, je ne suis pas prêt. Et là, normalement, Elise, tu devrais recevoir un message sur ton smartphone, sauf que ça va bien évidemment pas fonctionner parce que ce ne sont pas des Google Glasses. Ça ne va pas m'empêcher de vous en parler, mais avant, on regarde ça. Uw aandacht alsjeblieft. Welcome to Johannesburg International Airport. Please approach the road to create your pickup zone. Alors, les images que vous venez de voir à l'écran sont issues d'une vidéo de Microsoft qui date de 2011 et qui présageait les usages de demain à base de réalité augmentée. Ils sont allés relativement loin dans les fonctionnalités. Aujourd'hui, on a quand même des outils et des applications qui permettent d'approcher cette vision de demain. La première d'entre elles, et à mon sens la meilleure, c'est les lunettes, et les plus connues d'entre elles aujourd'hui sont les Google Glass. Bien sûr. Les Google Glass, c'est quoi ? C'est ce qui va vous permettre demain peut-être de remplacer votre smartphone. Alors, de quoi elles sont faites, ces Google Glass ? Alors, les Google Glass, non pas celles-là, mais les vraies, sont faites de lunettes qui sont adaptables à toute personne, d'un petit écran sur lequel vous allez avoir les informations. Vous aurez une caméra vidéo, un appareil photo, un transducteur à conduction osseuse pour le son et la reconnaissance vocale, une batterie, de la connectivité Bluetooth, Wi-Fi, bien évidemment. Alors, qu'est-ce qu'elles peuvent faire concrètement aussi, ces fameuses lunettes ? Comme je vous le disais, elles vont un peu remplacer le smartphone. Donc, on va pouvoir envoyer, recevoir des SMS, des emails. On va pouvoir prendre une photo et la partager avec son réseau tout de suite. On va pouvoir filmer comme avec une GoPro. On va pouvoir se balader grâce à la navigation GPS. Et puis, bien évidemment, puisque c'est le sujet d'aujourd'hui, c'est de bénéficier de toutes les applications de réalité augmentée qui vont se développer autour du Project Glass développé par Google. D'accord. Aujourd'hui, il existe une version de ces lunettes, c'est une bêta version qu'on appelle Explorer, qui est quand même commercialisée au prix de 1 500 $ pour un public... Une bagatelle, pour un public relativement restreint. Alors, la commercialisation publique serait sur 2014 et on évoque des tarifs d'environ 800 $, mais ce ne sont là pour l'instant que des suppositions. Ce projet Google est très en avance, mais ils ne sont pas les seuls à être allés sur ce nouveau marché, cette niche. Il y a aujourd'hui une société rennaise qui s'appelle Optinvent, qui va commercialiser très rapidement, je crois, Flo, tu m'en parlais en juin, une paire de lunettes qui s'appelle Aura et qui serait commercialisée au prix de 900 € à peu près, me semble-t-il. À la différence des Google Glass, c'est qu'elle est connectée à votre smartphone, alors que Google Glass, elle est autonome en quelque sorte. D'accord. Voilà. Donc, ce qui va être étonnant quand on sera tous équipés de ces nouvelles lunettes, c'est qu'il va falloir réinterpréter des nouvelles situations qu'on va pouvoir rencontrer, notamment celle-là. Ce ne sera pas quelqu'un qui dira que vous êtes un peu toqué, mais simplement quelqu'un qui change d'application sur ses lunettes. Ou encore ça. Et là, ce n'est pas un autiste devant vous, mais c'est simplement quelqu'un qui va passer un à un les titres de New York Times sur ce Google Glass. Et donc, pour effleurer la vision qu'on aura de demain, bien évidemment, OK Glass, envoyez la vidéo. OK Glass, record a video. This is it. We're on in 2 minutes. OK Glass, hang out with the Flying Club. Google photos of tiger heads.
You ready? You ready? Right there. Okay, Glass, take a picture. Merci Pierre-Yves pour cette belle innovation, puis tu nous en achèteras à tous les Bien souris. sûr. Ouais, merci. Pas de problème. On passe à la suite avec Anthony du Magrené. Sous le ciel de Rennes, donc bonjour Anthony. Bonjour. Alors tu es toujours dans les bons plans toi, donc tu es allé au Stunfest et Tout tu à nous fait. fais un petit retour sur ce beau festival. C'est ça. Alors si je vous dis super player ou rétro gaming, je vous parle de jeux vidéo, tout à fait. Alors plus largement, au Stunfest, il était question de culture vidéoludique. Explication tout de suite avec Émeric Lenné, qui est président de 3hit Combo. On est actuellement sur le campus de Beaulieu, en plein festival Stunfest, donc un festival vidéoludique. On donne à jouer, mais on donne aussi à voir et à écouter des formes d'expression autour du jeu vidéo. On met en scène du jeu vidéo en fait. On a plusieurs types de publics dans le festival, puisqu'il y a une partie compétition, donc on a clairement des compétiteurs, joueurs chevronnés qui viennent pour se mesurer sur des jeux de combat. Certains très doués font des démonstrations sur scène que le public regarde. Et puis on a une grande part de public, puisque en 2012 on a quand même brassé 5000 visiteurs qui viennent voir, écouter et jouer à tout ce contenu. Cette communauté elle va croissante, il y a quand même de plus en plus de joueurs au global et il y a surtout aujourd'hui de plus en plus de joueurs occasionnels qui vont faire une petite partie de jeux vidéo de temps en temps, peut-être pas forcément sur une console ou un ordinateur, mais sur leur tablette ou leur smartphone. Ça bouscule complètement l'idée de tu joues aux jeux vidéo, donc oui, ça veut dire que tu joues tous les jours, tout le temps et que tu joues trop en gros. Et c'est faux, c'est une idée reçue. Et puis là, on parle des jeux vidéo en soi, mais on a aussi toutes les formes d'expression à côté du jeu vidéo. Et je crois que c'est surtout là-dessus qu'on va voir beaucoup de choses se développer, et notamment des formes hybrides entre du jeu vidéo et du spectacle vivant, entre du jeu classique, interface tangible, on va dire, avec peut-être des cartes, des pions et un écran. Mais c'est surtout dans les pratiques de jeu qu'on va voir se développer des choses de plus en plus curieuses, et c'est ce qu'on essaye de montrer au Stunfest. Donc vous l'aurez compris, les jeux vidéo c'est plus réservé à des geeks qui jouent dans leur chambre, c'est maintenant une vraie culture qui se développe et qui fait de plus en plus d'adeptes. Et c'est un festival qui marche très bien, je crois qu'il y a eu 6000 personnes cette année. 6000 personnes, Depuis oui. le début, en fait, ils ont doublé quasiment la fréquentation chaque année, je crois. C'est ça, il y avait même une très longue file d'attente le samedi pour ceux qui voulaient y aller, puisqu'ils étaient donc sur le campus de Beaulieu. Bon, à voir si peut-être un jour ils auront le droit d'arriver dans le centre-ville, mais pour l'instant, ils n'osent pas s'exprimer sur la question à 3hit Combo. On reverra ça, mais on espère bien. Merci beaucoup, Anthony. On passe à la suite avec TEDx, l'altitude. Alors, on vous en a parlé, mais ça y est, c'est passé. Mag, tu nous fais un bilan sur ce TEDx Rennes 2013 ? Oui, c'est passé. L'édition TEDx 2013, c'est terminé. Mais avant de vous dire si les liaisons ont vraiment été prometteuses, on regarde quelques images de cette belle soirée. C'était le 18 avril dernier, la seconde édition de TEDx Rennes se lançait. Après un an de préparation, pas le droit à l'erreur, mais l'équipe de Bretagne Idées Larges veille au grain et la salle se remplit plutôt bien. Une soirée sous le thème des liaisons prometteuses. Si leurs sujets sont prêts, les 7 intervenants ne savent pas forcément, avant de le vivre, dans quoi ils se sont aventurés. C'est affreux, très traumatisant. On est angoissé. Et on prend un énorme plaisir. C'était vraiment... non, c'était super. C'est une super expérience. La dernière fois que j'ai fait un exposé, c'était en 6e, mais ça s'est pas très bien passé. J'ai fini tout rouge et j'ai pas eu une bonne note, donc voilà. Donc j'ai eu vraiment beaucoup d'appréhension avant d'arriver à faire ça. Mais finalement, j'ai travaillé un peu et ça a marché à peu près. Je m'attendais pas à avoir autant de réactions du public et être aussi drôle finalement quand j'ai fait mon truc, parce que j'ai eu plein de réactions. Du coup, je suis super content. Du côté du public, découverte ou confirmation, l'expérience TEDx n'a pas déçu. Tout à fait intéressant. Des gens qui ont beaucoup de projets, qui ont de la réussite, qui ont des envies, donc c'est très dynamique, c'est positif, c'est bien. Une très belle conférence,
beaucoup d'émotions avec les péripéties du surfeur, un moment un peu plus intellectuel avec Jean Livreau, et puis des bonnes idées pour l'éducation de nos enfants avec le penseur positif, on va dire. D'une part, ça nous ouvre l'esprit et ça nous permet vraiment de rencontrer des gens passionnés. Il y a des parties qui sont très intéressantes, comme le surfeur là qu'on a vu tout à l'heure, qui est génial. Merci à tous, Félix, je t'aime. Alors, TED, pour ceux qui découvrent, c'est un concept de conférence qui est importé des États-Unis dans le monde entier et qui est organisé à Rennes par notre association Bretagne Idées Larges. Et c'est pas moins de 50 bénévoles qui ont permis à cette belle soirée d'avoir lieu. Donc on l'a vu, 7 intervenants pour des talks, c'est comme ça qu'on les appelle, mais moi j'ai presque envie de dire des one-man talks, tellement on est à la frontière du spectacle dans ces soirées-là. Donc 15 minutes chacun, pas plus, pour nous transmettre de l'émotion, de la passion, pour étonner, voire indigner, à chacun la recette de son intervention du moment qu'on a, du partage et des sensations. Alors vous, je ne sais pas, en tout cas moi j'ai souvent été captivée, j'ai jamais été indifférente aux interventions parce que c'était vraiment fort, et j'ai eu un vrai coup de cœur pour un intervenant, mais avant de vous révéler lequel, moi j'aimerais bien savoir aussi ce que vous en avez pensé. Et au hasard, Flo, est-ce que tu as été séduit par les sourires de Marjorie ou les chiffres de Jean Olivreau ? Alors les chiffres, mais pas ceux de Jean Olivreau, ceux qui m'ont vraiment le plus ému, c'est ceux de Pierre-Jean Vazel et son univers synesthète que j'ai complètement découvert. Oui, je suis d'accord, on a tous découvert la synesthésie, et alors toi Agnès ? Moi, c'est vraiment la notion de partage, la synergie qui se crée entre le public, les membres de l'association et les intervenants. Ça, du partage, on en a eu beaucoup. Gaëlle, qu'est-ce que tu retiens ? Moi, je retiens aussi de l'émotion. Et puis, surtout, la personne qui m'a marquée, c'est Marie-Laure Collat, qui a dit, par sa fragilité et puis son univers bien à elle, a sorti une petite phrase que j'ai retenue. Donc, si vous pensez que votre projet est trop petit, imaginez un moustique dans une chambre et vous verrez celui qui empêche l'autre de dormir. Voilà. C'est une jolie pensée. Et Pierre-Yves, qu'est-ce que tu retiendras ? Écoute, moi c'est la philosophie TED. J'ai un ami qui est venu qui connaissait absolument pas le concept. Il en est ressorti ravi, où il a découvert un lieu d'échange d'idées, d'innovation. Donc c'est la philosophie TED qui ressort de cette session-là. Alors j'ai envie d'avoir ton coup de cœur maintenant, Magali. Ah oui, alors c'est marrant, je voulais avoir le tien d'abord, mais je viens. Écoute, mon coup de cœur, j'avoue que j'en ai eu plusieurs parce que Pierre-Jean Vazel m'a particulièrement touchée, mais il y en a un qui est intéressant parce que j'ai pu mettre en application ses recommandations en arrivant à la maison, c'est-à-dire Charles Martin-Cloux nous a parlé de psychologie positive, et depuis mes enfants sont ravis parce que quand ils m'annoncent un 6 en maths, je leur dis écoute, c'est toujours mieux que 5 et tout le monde est content. Ça, c'est pas mal, ça conseille à tous les parents, je pense que tous les enfants seront ravis. Bon, merci beaucoup Magali. En tout cas, pour ceux qui ont raté cette édition de TEDx, vous allez pouvoir retrouver les vidéos sur le site de TEDx Rennes dès qu'elles sont prêtes. Et puis, on vous offre un petit bonus sur la page Facebook des Souris dans le nuage. On vous fera un reportage sur l'organisation de cette édition de TEDx. Toutes les souris y étaient et on vous offrira ça. Merci Mag. Grâce à Flo, on va suivre tout de suite un TEDxeur dans ses nouveaux projets. On passe à la tête dans les nuages. Donc Flo, tu nous présentes un projet pour demain et on retrouve justement Ronan Gladu, un des intervenants de TEDx Rennes. Qu'on a pu voir sur les images tout à l'heure. Donc ceux qui ne connaissent pas, c'était un photographe qui a fait une web série sur une expérience qu'il a vécue avec 2 amis sur une île déserte pour aller surfer. Ils sont partis surfer, ouais. Voilà. Et donc là, il a un nouveau projet. Je lui ai demandé de raccourcir un peu la bande-annonce parce qu'elle ne tenait pas dans le format. Il a fait ça. C'est vraiment très rapide, donc je vous conseille de vous accrocher. C'est parti. Ça, c'est Aurel, Ewen et Ronan. Vous les avez déjà vus dans Désillusion. Ils essayaient de survivre et surfer sur une île déserte avec Clara, Morgane et les Varans. Bon courage, il fait jour d'enfiler. Ah ouais ? Ce franc succès ne leur a pas coupé l'envie de voyager. Mais de voyager autrement. Se déplacer par leurs propres moyens en réduisant leur impact sur l'environnement, surfer des vagues peu connues, voire même inconnues, faire des rencontres authentiques et découvrir du pays. De fil en aiguille, ils ont parlé de leur projet à Antoine Houdet, qui construit des petits trimarans à Vannes. Puis à Roland Jourdain, qui avec son équipe Kairos fait de la recherche sur les biomatériaux. La région Bretagne a donné le dernier coup de baguette magique, la construction de Goualaz, c'est son petit nom, était lancée. Sur le modèle du Tricat 23.5, Goualaz est un prototype unique en son genre. Les matières composites issues du pétrole sont remplacées par des matières végétales, lin, liège, balsa et résine biosourcée.
La construction sera finie au printemps. Ewen, Aurel et Ronan vont pouvoir faire le trip surf de leur vie en commençant par la Bretagne. Et bien sûr, le partager sur lostintheswell.com. Voilà, donc à découvrir à partir du 15 juin, ça va commencer. Et on le suivra. On va finir sur cette note positive. Ça fait rêver quand même les voyages de Ronan Gladu à chaque fois. Merci les souris. On se donne rendez-vous dans un mois. Vous serez bien prêts? Merci à vous de nous avoir suivis. On se donne donc rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Surfez bien et n'oubliez pas de cliquer sur la page Facebook des souris dans le nuage, par exemple. Bye bye, à la prochaine.